on prend une Porsche, tu sais, qui performe, là, qui est rapide, tu sais, tu pèses sur le gaz, ça y va, là. Donc ça, c'était comme ma vie avant le diagnostic. Et là, avec le diagnostic, après, en dépression, c'était plus comme si je me roulais, j'y allais en trottinette, mais même pas une trottinette électrique, là, une petite trottinette avec le pied. Tu sais, et donc pour moi, ce rythme-là, c'était absolument comme épouvantable parce que j'avais pas de Bienvenue résultats. à la série Histoire de père sur le Light Up Podcast où on personnalise et on déstigmatise la santé mentale à chaque épisode avec un invité impliqué dans le monde de la pareidance. Tu veux en savoir plus sur ce beau métier en émergence? Visite le site web de mon partenaire Pareidance Québec, sans qui cette initiative n'aurait pas été possible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au Light Up Podcast, série spéciale commanditée par Pareidance Québec. Histoire de père, aujourd'hui, la père qui est avec moi, P-A-I-R-E, Marie-Claude Guérette. On s'est rencontrés dans nos fonctions professionnelles. Les deux, on est très impliqués au niveau de l'entrepreneuriat, du monde des affaires locales à Rimouski. Et elle est conseillère en crédit communautaire. Marie-Claude, c'est aussi ma co-présentatrice. On vient juste d'annoncer qu'on aura une présentation au colloque de la QRP. Le 28 mai, on présente un atelier qui s'appelle Traverser le brouillard, trouver un sens à l'arrêt de travail. Donc, on pose un regard humain sur le sujet. On a des difficultés rencontrées puis des apprentissages dans nos arrêts de travail respectifs qui sont très, très différents. En fait, nos situations étaient complètement différentes. Donc, on pose un regard très complémentaire sur la question. Et bien sûr, j'ai hâte de vous faire rencontrer Marie-Claude qui elle, a un vécu qui ne cesse de me fasciner à chaque fois qu'on se parle. On dirait que j'en apprends plus. Donc, vous allez avoir un petit aperçu dans ce podcast aujourd'hui. Marie-Claude, bienvenue. Ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Puis je tiens vraiment à te remercier pour cette belle invitation et cette opportunité. C'est une grande journée aujourd'hui pour moi. Oui. Oui, donc en termes de dévoilement, puis ça, c'est un sujet très, très important dans le monde de la pareidance, ou n'importe qui a vécu quelque chose c'est une difficulté de santé mentale, ou n'importe quoi qui peut être stigmatisant. Le dévoilement, puis notre rapport à ça, qu'est-ce qu'on dévoile quand, où, avec qui. Donc, merci Marie-Claude d'être là, puis d'être prête à dévoiler ce qui était prête à dévoiler, puis de déstigmatiser un peu certains sujets qui peuvent être assez tabous, assez difficiles. Donc, j'ai hâte d'en entendre plus. Donc, ma première question pour toi, c'est la fameuse question « Qui es-tu? » Oh, ça c'est une question qui peut être très, très vaste et vague. Donc, je te dirais que pour répondre à ta question existentielle, j'irais avec le fait, tantôt tu l'as mentionné, on travaille à Rimouski, entre autres. Donc, moi, je suis tombée en amour avec le fleuve il y a 4 ans. Puis j'ai le goût de te parler de moi et de faire une métaphore avec le fleuve parce que je trouve que vraiment, j'adore le fleuve. Puis je trouve que ça me représente bien avec ses marées hautes et ses marées basses. Quand je suis venue visiter la région, ce qui m'a tout de suite beaucoup touchée, c'était cet horizon-là qui était très à l'infini. Dans le fond, on voit même pas de l'autre côté du fleuve. Donc, pour moi, c'est un espace de liberté où il y avait le monde des possibles. Donc, c'est comme un espace géographique pour moi qui m'apaise beaucoup. Aller marcher sur le bord du fleuve, je pense que c'est des moments vraiment importants pour moi. Puis, d'avoir ce sentiment-là de grande liberté et de possibilité, ça me ressemble aussi. Donc, je te dirais que c'est comme un peu ça ma biographie, mais je compléterais, comme tu as dit tantôt, donc j'accompagne les entrepreneurs. J'ai fait, si on veut y aller un petit peu dans les grandes lignes, là, j'ai fait mes études à l'Université Concordat en arts plastiques. Au niveau professionnel, j'ai essayé plein de choses. Je suis super curieuse. Je suis une personne qui est polyvalente, qui aime les défis. Donc, j'ai été agent de développement. J'ai travaillé dans le commerce au détail. J'ai vraiment fait plein de choses. Donc, voilà, j'aime beaucoup être stimulée au niveau du travail et tout ça. Donc, ce qui a fait que j'ai essayé vraiment plusieurs choses. Je suis une personne qui est super créative, colorée, qui a un bon sens de l'humour. Vous allez sûrement pouvoir le constater là, au cours du podcast. Donc, je te dirais que c'est pas mal ça pour ma courte présentation. Oui, c'est ça. Donc, la version large, donc il y a tellement de facettes de nous, puis on est comme, qu'est-ce que je vais piger là-dedans? Fait que merci pour ça. Puis on va y aller dans le plus spécifique en lien avec tes expériences de vie, tes expériences qui t'ont amené ici à
exercer finalement la paraidance par le témoignage au colloque qui s'en vient très bientôt. Premièrement, si on peut avoir un petit aperçu de ça a été quoi ton défi, en fait, avec la santé mentale? Est-ce que ça a toujours été là depuis que t'es petite ou est-ce que ça s'est manifesté? Si ça s'est manifesté, comment? Puis toujours dans ce que tu es à l'aise de dévoiler, bien sûr. Je te dirais que je vis avec le trouble bipolaire. Ça s'est manifesté, je dirais, à partir de la fin vingtaine, mais à ce moment-là, c'était une intensité qui était plutôt faible. Donc, bon, il y a rien de particulier qui a fait, comme on dit en bon français, lever le flag. C'est vraiment à 36 ans où là, j'étais en épisode de manie pendant 4 mois et après ça, je suis tombée en dépression. Et le diagnostic officiel donc est tombé donc à mes 36 ans. Donc, à partir de là, ça a été le début d'une grande aventure en santé mentale. J'étais en arrêt de travail, dans le fond, pendant 5 ans. J'ai pris soin de moi pendant ce temps-là. J'ai navigué à travers les différents essais au niveau de la médication. J'ai vécu 3 deuils majeurs. Donc, en moins de 2 ans, ma mère est décédée, ma tante qui était comme ma mère est décédée, mon père est décédé. Donc, ça, c'est venu rajouter des couches au fait que là, j'essayais d'émerger de la dépression. Donc, et suite à, pendant 5 ans, en arrêt de travail, qui dit arrêt de travail dit pas de revenus. Donc, j'avais pas d'assurance. Et là, il a fallu que je me rende à ce qu'on appelle l'aide de dernier recours, autrement dit l'aide sociale. Pour moi, à 36 ans, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai travaillé à partir du moment où j'étais adolescente. J'étais en dépression, donc on le sait, l'estime de soi est très, très faible à ce moment-là. C'est déjà très difficile de sentir qu'on a de la valeur quand on a de la misère à se lever de son lit puis attacher ses souliers pour aller faire une marche de 5 minutes, ce qui représente un gros effort. Donc, le fait de me retrouver sur l'aide sociale et en combinaison avec le fait que je suis retournée à 38 ans à vivre chez ma mère parce que j'avais pas de moyens, parce que j'allais vraiment pas bien. Donc, elle a pris soin de moi, elle m'a hébergée. Et donc, je dirais que la combinaison de tout ça, c'était un peu intense. Je vais dire qu'aujourd'hui, c'était très évolutif, mais à l'époque, je la trouvais pas... je trouvais que la marée était pas mal, il y avait beaucoup de turbulences, il y avait beaucoup de houle dans ma vie. Voilà, fait que j'ai navigué là-dedans. Je suis allée me chercher des ressources. Donc, ça, c'est mon petit côté entrepreneurial. Là, je fais une parenthèse. Mes parents avaient une entreprise. Donc, moi, j'ai grandi avec des parents entrepreneurs. Puis, j'ai vraiment eu un bel héritage de leur part dans le sens où ils m'ont vraiment transmis cette capacité-là de rebondir, de me débrouiller, d'être proactive, d'avoir du leadership et tout ça. Donc, j'ai comme transféré ces compétences-là dans mon rétablissement. Donc, j'ai comme entrepris de me rétablir. Et là, j'ai fait tout en mon pouvoir. Une fois que le diagnostic a été nommé, je me suis dit, bon, là, c'est ça. Et je suis allée me chercher des outils. Je suis allée faire un atelier en autogestion sur le trouble bipolaire avec Mon-Relief. J'ai lu, je suis allée à des conférences quand c'était pertinent. Je fait appel à des organismes communautaires en santé mentale. Donc, j'ai vraiment sorti comme le coffre à outils à 2 étages. Là, puis, j'ai vraiment... je me suis développée à travers tout ça. Un défi que je pourrais te nommer en lien avec ça, c'est que c'était vraiment pas facile pour moi parce que j'ai un tempérament assez fringant. Donc, je suis habituée avec une certaine vitesse. Je dirais pas de performance, mais plus on va comparer dans l'automobile. Là, je suis pas une fan des voitures, mais on prend une Porsche, tu sais, qui performe, là, qui est rapide, tu sais, tu pèses sur le gaz, ça y va, là. Donc ça, c'était comme ma vie avant le diagnostic. Et là, avec le diagnostic après, en dépression, c'était plus comme si je me roulais, j'y allais en trottinette, mais même pas une trottinette électrique, là, une petite trottinette avec le pied, tu sais, où tu donnes un petit coup pas manuellement, comme tu marches. Et donc, pour moi, ce rythme-là, c'était absolument comme épouvantable parce que j'avais pas de résultats. Je faisais des efforts, j'essayais, puis c'était des micro avancées, là, des micro progrès, genre
suis pas capable de lire. Tu sais, il y a 13 ans, là, presque jour pour jour, j'avais pas de concentration. Tu sais, lire 5 minutes, c'était impossible. Donc, tu sais, pour moi, sachant que j'ai un degré universitaire et tout ça, je fais comment, tu sais, c'est l'incompréhension, c'est énormément frustrant. Donc, pour moi, quand j'arrivais à lire 5 minutes et 30 secondes, c'était pas du progrès. J'arrêtais pas de me dévaluer parce que je me disais, mais je devrais être capable de lire 6 heures, tu sais, parce que c'est ça mon rythme de croisière naturel. Donc, d'apprendre à m'adapter, puis à m'accepter là-dedans, au début, j'étais vraiment pas prête à ça. Je me suis j'ai été dure avec moi-même. J'ai été dure. J'étais exigeante. Donc, Non, on est deux. ouais, toi aussi. J'étais. Je voulais un rétablissement pronto, tu sais, comme turbo. Là, c'est beau. Après 1 an, tu te dis, bon, 1 an, ça va, 2 ans, mais là, comme il y a eu de la maladie, il y a eu des décès, ça s'est venu teinter, ça a affecté mon humeur, comme tout le monde. Donc, après 3 ans, je suis pas encore prête. Après 4. Donc, tu sais, c'est la patience. Je suis pas une personne patiente, là, fondamentalement. Donc, c'est comme un petit muscle qu'il a fallu que je développe, qui était plutôt mou. Et là, j'ai fallu que je m'entraîne à devenir plus tolérante, plus douce avec moi-même, puis à laisser le temps faire son temps. Mais ça, c'était vraiment pas acquis pour moi, là, puis ça a été un très, très gros défi. Donc, tout ça pour finalement, après 5 ans, comment est-ce que tu es retournée sur le marché du travail? C'est un arrêt de travail de 5 ans? Ouais, ben là, c'est ça qui est le fun. C'est quand tu es en manie, tu sais, là, je recule quand j'avais 36 ans, là, avant le diagnostic. Quand tu es en manie, tu fais des choses sans réfléchir, tu sais, impulsivement, des actions dans tes grandes envolées lyriques, là. Et ma grande envolée lyrique, c'était que j'avais un emploi à ce moment-là. Et j'ai décidé que je quittais mon emploi. J'ai démissionné. Mais là, et je voulais me lancer en affaires, mais sans plan de match et tout ça. Et donc, ce qui fait que après 5 ans, quand je me suis dit, là, je suis prête, j'ai traversé tout ça, la houle est calme, je peux émerger. Puis à ce moment-là, j'avais une capacité de travail d'à peu près 15 heures semaine. Donc, pour moi, c'était un grand source d'anxiété parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie à 15 heures semaine? Comment je vais faire pour gagner ma vie de façon correcte? Puis, quel employeur est-ce que ça va correspondre à mes intérêts? Est-ce que je vais trouver comme emploi à temps partiel? Parce qu'à 15 heures, il y a du choix, mais est-ce que ça me convient vraiment? Puis est-ce que je vais être heureuse là-dedans? Donc, il y avait comme un petit bug ici. Puis, ben, comme j'avais ce côté-là entrepreneurial que j'avais toujours cultivé et tout ça, j'avais fait mes études en art, puis j'avais essayé plein de choses connexes dans d'autres sphères d'activité. Ben, je me suis dit, là, je me gâte, je vais retourner à mon compte, puis je vais faire ce que j'aime. Donc, comme ça, je vais pouvoir gérer mon horaire, je vais pouvoir m'adapter, puis voilà. Donc, après mes 5 ans, je suis revenue sur le marché du travail, mais à mon rythme, à temps partiel, en créant mon entreprise. Donc, moi, j'avais l'ambition de me dire qu'à temps partiel, je pourrais gagner ma vie. Je faisais la photographie culinaire, entre autres, là, principalement. Puis, je vendais, dans le fond, des produits dérivés à partir de mes photos, soit des cartes de souhait, pas de la papeterie, pardon, des articles comme des trousses, etc. Donc, j'ai adoré ça. J'ai énormément appris, mais c'est pas facile. C'est pas un secteur d'activité qui est très, très, pour moi, qui a été très, très lucratif. Donc, Oui. mais ça m'a permis de retourner progressivement puis de faire ce que j'aimais parce que j'avais eu 5 années vraiment pas évidentes, là. Fait que c'est quand je me suis fait un cadeau. Ouais. Puis je pense que ça, c'est un peu ce que je suis en train de faire aussi, de savoir le côté lucratif. Entre guillemets, on s'en fout en ce moment parce que c'est de revenir puis de se faire le cadeau, de faire quelque chose qui nous valorise, qui nous nourrit. Puis ça a été une belle façon pour toi de recommencer à prendre une vie un peu plus active puis à te sentir comme productive, comme on dit dans la société, là. Pourtant, on sait que tout ce que tu as fait pendant ton arrêt de travail, c'était un travail qui était vraiment important, qu'il fallait que tu fasses pour toi, mais aussi pour tes proches. Ça avait pas l'air de des vacances, d'après ce que tu me dis, là. Non, mais en fait, tu sais, pour moi, l'arrêt de travail, c'est un peu comme une grande hibernation. Tu sais, c'est vraiment un moment d'arrêt qui a été en fait, j'avais pas de travail, j'avais très peu d'argent.
mais j'avais du temps. Du temps, j'en avais en s'il vous plaît. Donc, je me suis dit, c'est le temps de m'observer, c'est un temps pour prendre conscience de certaines choses, de réévaluer mes valeurs, ce que je voulais au niveau professionnel et tout ça, pour faire des apprentissages. Mais ça, socialement, c'est pas super valorisé, de prendre du temps pour exister. C'est un peu le côté philosophique, de se remettre en question. Là, c'est comme la vie qui m'a amené à me mettre sur pause pour que je fasse du ménage. Donc, de revenir sur le marché du travail, tu sais, c'est pas juste de dire j'ai un travail ou je suis travailleur autonome, là. C'est de dire j'émerge et j'existe socialement, j'ai ma place. Et ça, c'est tellement important pour moi d'avoir une place sur le marché du travail, peu importe le travail, là, mais d'avoir cette occasion-là de reconnecter avec, d'avoir des collègues ou que ce soit avec les clients, de développer mon potentiel, de dire, OK, ma journée, elle fait du sens. Elle n'a pas du sens que pour le travail, mais le travail vient ajouter beaucoup de valeur pour moi dans ma vie. Donc, c'est vraiment important. Puis le fait d'y revenir, ben ça m'a fait vraiment un grand bien, là. Donc, c'est comme un autre élément du rétablissement pour moi. En temps et lieu, quand on est rendu là, oui, là, ça peut contribuer au cercle vertueux du rétablissement. Ça peut être à petite dose, tu sais. C'est pas même actuellement, j'ai pas un emploi à temps plein, là, je travaille 24 heures par semaine, c'est ma capacité actuelle, mais je le fais avec tout mon cœur, puis j'en retire les bénéfices. Donc, il n'y a pas de jugement de quantité d'heures là, pour en tirer les bénéfices. Il y a des gens qui sont bénévoles aussi, qui retrouvent une valeur, mais en s'impliquant avec des gens, peu importe la forme. Mais c'est, je pense, l'idée de faire partie d'un groupe, de refaire partie de l'humanité après des périodes où on a été éloignés. C'est important, vraiment. Isolé. Exact. Puis ça m'amène justement à la question sur les leçons apprises. T'en as tiré beaucoup de ce que je comprends de ces 5 années-là d'hibernation. Je veux dire, tu peux pas passer 5 ans à te remettre en question puis à laisser comme mijoter ça sans être transformé complètement. Fait que je suis curieuse de savoir, d'après toi, ça a été quoi les bénéfices ou les leçons que tu en as tirées? Je pense que j'ai vraiment gagné en profondeur. Toutes ces questions-là, toute cette réflexion-là m'a amené à vraiment me poser des questions puis à faire des choix qui sont alignés avec qui je suis, et non pas la vie d'avant, mais vraiment maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ça a été vraiment une leçon que j'ai appris. Je dirais la stabilité aussi. J'ai eu beaucoup de mouvances, beaucoup de déménagements, beaucoup d'emplois différents avant le diagnostic. Donc, d'être en mesure de vivre une stabilité aussi, à la fois émotionnelle, professionnelle, etc. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. L'empathie. Écoute, Tamara, tu sais, quand tu te retrouves là à recevoir, par exemple, de l'aide sociale, t'habites chez ta mère, tout ça. Aujourd'hui, ayant vécu toutes sortes de situations où le deuil, etc., j'ai beaucoup d'empathie. Je suis très sensible à ce que les autres vont vivre parce que moi-même, j'ai eu, comme on dirait, entre guillemets, les genoux dans la garnotte. Fait que j'ai eu beaucoup de situations où j'ai été très vulnérable, où j'étais pas en situation où j'avais pas de force vraiment. J'étais comme plus, un peu comme à la boxe. J'avais reçu une coupe de volée. Puis là, j'étais comme étendue, au niveau du plancher. Donc, le fait d'avoir vécu ça, de savoir que j'avais atteint mes limites, ça fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me raconte, que ce soit un ami, une amie, un proche ou quelqu'un au travail, un entrepreneur, c'est sûr que j'écoute, attentivement, puis je peux comprendre quand même beaucoup de choses, même si c'est pas exactement ce que j'ai vécu parce que ben j'ai eu ces périodes-là où j'ai vécu beaucoup de honte, où l'estime de moi était vraiment très, très faible. Fait que j'ai développé mon empathie beaucoup. Puis dans l'humilité aussi, je dirais d'avoir osé demander de l'aide. Pour demander de l'aide, c'est parce qu'en quelque part, il faut que tu reconnaisses que tu as un problème ou que tu vis une situation particulière, un défi. Donc, quand tu oses dire « je vais aller voir une intervenante en santé mentale », c'est parce que tu reconnais en partie que
il y a un enjeu, tu sais, et c'est correct. Puis ces gens-là, ces intervenants-là, travailleurs sociaux, etc., ils font un travail extraordinaire. C'est des endroits où il y a une écoute, un accueil inconditionnel. Et ça, quand tu te sens pas bien, puis je vais répéter une petite phrase, un slogan pas un slogan, mais une chanson, quand ta vie, c'est de la merde, quand tu te sens comme ta vie, c'est de la merde, t'as pas idée à quel point ça peut faire du bien d'avoir un intervenant qui te dit, tu sais, tu peux venir ici quand tu veux, puis il y a des... Bon, petit moment d'émotion, de juste être accueilli là-dedans. Vraiment, ça fait toute la différence. L'écoute, d'être écouté, sans jugement. Je pense que ceux qui écoutent puis que c'est leur emploi, tout ça, tu sais, je pense qu'on peut ressentir toute ta gratitude en ce moment. Genre, j'en suis émue moi-même. De à quel point leur emploi fait une différence. Tu sais, ils mettent beaucoup d'amour, d'efforts. Des fois, ça leur en demande trop aussi. Des fois, eux-mêmes tombent en arrêt de travail. Donc, c'est comme merci à ces gens-là. Puis d'être source de compassion en attendant qu'on soit capable de nous la donner nous-mêmes aussi. Vraiment, parce que l'intervenante qui m'a accompagnée dans les tout débuts, là, elle a été déterminante dans mon rétablissement parce qu'elle m'expliquait les choses, elle était franche avec moi, elle me disait, tu sais, Marc-Claude, tu vas avoir une belle quarantaine. Ça m'a permis elle me disait, ton GPS, faut qu'il recalcule ton trajet. Présentement, tu recalcules ta vie, ta trajectoire, elle est pas tout à fait comme ce que tu avais prévu, puis le GPS, il tourne. Fait que, tu sais, moi qui est très visuel, c'était des choses qui m'ont permis de me donner un petit peu tranquillement une meilleure compréhension du chemin et du processus de rétablissement qui est pas instantané. Là. Tu mets pas ça dans le micro-ondes puis c'est pris en 3 minutes. Là. Tu sais, on vit beaucoup dans l'instantanéité, mais le rétablissement, c'est pas de même que ça marche. En tout cas, c'est pas de même que moi, ça a fonctionné pour moi. Mais même quand les médicaments sont impliqués, hein, des fois on se dit on veut une pilule magique, non, faut pas aller vers ça, mais même si on a des médicaments, de la médication, ça c'est pas instantané. Tu l'as nommé au début que tu as eu un ajustement avec différentes molécules, tout ça. Donc, tu sais, ma question qui découle de tout ça, le côté instantané, puis aussi le côté où tu sais, la Porsche, là. Comme le vécu en dedans, de passer de la Porsche à la trottinette, de cheminer au travers de ça, tu sais, y a-t-il quelque chose que tu as envie de partager avec quelqu'un qui traverserait ça, tu sais, qui a envie de dire, non, je vous jure, je suis une Porsche d'habitude, mais là, vous voyez avec la trottinette. Comment ils peuvent aborder ça de façon constructive? Ben, en fait, pour moi, ce qui m'a aidé à accepter la trottinette, c'est que quand tu te promènes en trottinette, tu as plus le temps d'observer les choses et les gens autour de toi. Il y a comme un côté, je dirais, comme plus contemplatif ou plus on va dire, dans le moment présent. Donc, si je suis à la trottinette, je roule pas très vite, là, je suis peut-être à, je sais pas, on va dire 10 km/h. Donc, je sens le vent, tu sais, je peux profiter, je vais pas trop vite, donc tu peux me permettre de regarder ce qui se passe puis de saisir peut-être des opportunités en passant. Quand on est en Porsche, c'est sûr que c'est le fun parce que ça va vite. Ça, on a un sentiment de satisfaction. Mais la Porsche aussi, si tu roules à sa pleine capacité puis tu tombes un accident, les blessures puis les dommages vont être pas mal plus graves qu'en trottinette. T'sais, si je tombe à trottinette, je vais avoir le genou graffiné. En Porsche, je risque peut-être de me blesser gravement ou de blesser d'autres personnes. Donc, ce désir-là, toujours de vitesse, c'est comme une soif, c'est un peu comme une drogue, hein, c'est le fun, on a une petite shot d'adrénaline, mais je trouve que c'est pas durable. Mais ça m'a pris du temps avant de le reconnaître parce que j'avais quand même de grands bénéfices à être en Porsche. J'étais très allumée, très dynamique, on fait les choses, on passe à d'autres choses, mais pas en profondeur. La trottinette, c'est comme un peu une façon aussi d'aller plus doucement, mais c'est plus vrai. Tu sais, c'est comme ça permet des interactions, des échanges, de la découverte plus que de la performance. La Porsche versus la trottinette, ça permet d'être plus en immersion finalement dans ton environnement. Tu sais, quand on dit t'es présent, t'es en pleine conscience, t'es là en trottinette, tu sens le vent, t'es proche des feuilles, du trottoir, tout ça. Fait que je trouve ça intéressant comme perspective. Puis c'est d'aller chercher autant d'apprentissage dans la profondeur de l'expérience plutôt que la quantité ou la rapidité puis la performance de ça.
moi, je m'identifie beaucoup à ça, hein, parce que c'est pas un secret, là, que j'allais vraiment vite, puis que ma carrière, tu sais, ça allait vite. J'avais le chum, j'avais l'appartement à Montréal, tout ça. Puis, tu sais, j'avais voyagé beaucoup, puis je continuais à voyager pour le travail. Fait que, tu sais, sur papier, je sentais que j'avais tout, mais dans ma tête, c'était comme, ben, il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, puis c'était la job que je voulais, puis tout ça, mais c'est que j'ai essayé quelque chose, ça a pas marché. Je me suis réorientée, tu sais, puis c'était bien sûr beaucoup plus compliqué que juste l'emploi, là. Mais ça a été très difficile pour moi aussi de passer à la trottinette, puis de pas être extrêmement difficile et méchante, là, pratiquement avec moi-même, surtout au début. T'as-tu trouvé que dans les 5 ans, tu as eu une progression versus le début versus la fin, dans ton discours peut-être mental? Tu me fais revenir en arrière. Écoute, je pense que la dureté envers moi-même, elle a été très coriace. Je te dirais peut-être même après 5 ans, je suis pas certaine. J'ai traversé les 5 ans, j'ai fait des apprentissages. Ça, c'est indéniable. Je suis pas du tout à la même place. J'étais pas du tout à la même place avant, au début de l'arrêt de travail, puis après le 5 ans. Ça, c'est garanti. Je pense qu'à un moment donné, j'ai comme abdiqué. Là. Je me suis dit, bon, c'est comme ça, mais je n'étais pas en paix avec ça. Je n'étais pas en mode douceur envers toi-même, ça fait 4 ans que tu ne travailles pas, mais tu as vraiment de la valeur comme personne, tu es fantastique, tu es merveilleuse. Non, 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 non. J'étais encore dans. Je cherchais à trouver des solutions, à comment je vais faire. J'ai été voir une conseillère en orientation, un ergothérapeute en santé mentale. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'étais concentrée sur le résultat. Qu'est-ce que je vais faire après être établie ou en tout cas être en mesure de travailler? Fait que j'étais pas en mesure j'étais comme plus concentrée à trouver la solution qu'à me dire, ben écoute, Marc-Claude, beau travail, tu n'étais pas capable de lire au début, là, tu es capable de lire 1 heure, c'est fantastique. C'était plus comme, je lis 1 heure, mais je suis pas encore capable de travailler avec ça. Donc, ça a été, non, c'est venu après. Aujourd'hui, je regarde ça très différemment, là, à vol d'oiseau, là, je me regarde avec la hauteur, je me dis, que j'ai été exigeante, ça m'a pas aidé. Ça m'a pas aidé de me traiter comme ça, pas du tout. C'était ma prochaine question, tu sais. Est-ce que tu trouves que cette attitude-là, tu la recommandes aux autres ou est-ce que Je ne la t'adopterais recommande pour? pas. Je ne la OK. recommande pas. Non, parce que déjà, on va se le dire, ça va déjà pas. Ça va pas. Fait que quand tu tapes sa pinote, là, ça fait juste faire descendre. C'est pas ça qui t'élève, là, pour aller mieux. Donc, je la recommande vraiment pas. Je dirais que, si possible, c'est parce qu'il faut juste que tu changes ton échelle, tes indicateurs de rétablissement. C'est comme si avant, tu avais une ancienne vie avec des façons d'opérer qui étaient, mettons, Porsche, en mode Porsche. Bon. Là, tu es en trottinette. Tu peux pas évaluer un moteur de je sais pas combien de chevaux avec des pieds, là, tu sais, la trottinette à pied. Donc, faut, je pense, apprendre à développer comme une façon d'évaluer le progrès puis l'avancement dans le rétablissement d'une autre façon. On vit quand même dans une société de performance, tu sais, puis c'est comme l'arrêt de travail, à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, on a des pressions aussi sociales, financières, on veut retourner travailler. Mais c'est comme si tu peux pas comparer, t'évaluer de la même façon. Tu sais, je nommais tantôt, aller marcher, c'était la fin du monde. Je me sentais lourde, là, comme si je pesais 500 livres. C'était un effort surhumain, tu sais, moi qui étais en forme. Puis, donc, c'est sûr que pour moi, dans mon journal de l'humeur, quand j'écrivais check, j'ai marché 5 minutes, c'était du progrès quand je regarde ça avec des lunettes d'une personne en rétablissement. Parce qu'il y a quelques jours, peut-être que je marchais 3 minutes. Donc, 5, c'est déjà mieux. Mais non, moi, je m'obstinais à me comparer à non, mais je suis capable d'en marcher plusieurs heures normalement. Fait que c'est nul. Mais c'est pas aidant de faire ça. Donc, je pense que ce qui m'aurait aidé à ce moment-là, ça aurait été de changer ma façon de m'auto-évaluer. Puis de me dire, avec beaucoup d'autocompassion, de me dire, ben écoute, c'est du progrès. Et puis pour l'instant, ce qui est important, c'est le progrès. C'est pas la quantité ou la rapidité. C'est d'être capable d'avancer. Même si c'est pas beaucoup. Même si c'est 1 minute de plus.
Puis il y a des journées où ça recule, ça fait partie du processus. Mais de se laisser, d'être humain. Ouais. Souvent, si ça avait été notre sœur, notre amie, tu sais, on aurait beaucoup plus de compassion que pour soi-même. On peut devenir très, très difficile. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Tu sais, si j'avais des amis qui étaient vraiment fatigués, puis tout ça, puis qui avant le mois que je tombe en arrêt de travail, j'aurais dit, ben oui, prends le temps qu'il faut, tout ça. Mais moi, j'étais dans la même situation sans même m'en rendre compte. Tu sais, j'étais aussi fatiguée qu'eux autres, mais je n'osais même pas penser à ça. Tu sais, c'était inenvisageable pour moi. Puis quand j'ai pas eu, tu sais, quand ça s'est imposé, mais là, j'étais extrêmement difficile avec moi-même de comment, OK, ben, là, si tu travailles plus, de t'enlever 40 heures dans ta semaine. Fait que pour ça tu sais, de marche, puis de sport, puis c'est comme, là, on tombe dans la performance, dans le rétablissement. Mais malheureusement, ce qui nous a rendu malades peut pas nous rendre en santé. Fait que si c'était d'être trop dans cet esprit-là de performance puis d'autocritique en même temps, faut trouver un autre paradigme au final. Puis c'est un peu ça qu'on va approfondir vraiment dans notre atelier là, à la QRT. Puis j'ai vraiment hâte, ça va être vraiment vraiment un bel atelier. Puis on va partager un peu de nos outils. Puis je me demandais si, tu sais, parmi tous les outils, tu étais en mode entrepreneuriat, tu étais en mode on règle le problème, tu es allé voir toutes les ressources que tu avais à faible coût, tu sais, quels ont été les outils qui t'ont le plus aidé? Ben, pour ma part, là, un outil qui coûte presque rien, là, mais qui a vraiment fait une grande différence pour moi, ça a été d'écrire un journal, tout simplement. Puis là, j'ai juste pour le fun, là, j'en ai sorti quelques-uns. Là. Ça, c'est la pile. Ah! Une bonne pile. Puis c'est une bonne pile. Puis pour moi, la raison pour laquelle ça m'a aidée, c'est que ben la feuille blanche, là, je veux dire, elle est là, elle existe, puis il y a aucun jugement. C'est un lieu d'écriture, c'est confidentiel. Je pouvais nommer mes pires états d'âme dans la période dépressive. La feuille, elle reçoit, tu sais, je veux dire, il y a pas de censure. C'est un espace de grande liberté où je pouvais ventiler, où je pouvais aussi écrire quand ça allait bien ou quand ça allait mieux. Puis je te dirais que ça m'a permis aussi de voir mon progrès. Si j'avais pas écrit, là, par exemple, tu sais, comme en préparation pour l'atelier qu'on donne ensemble le 28 mai, ben là, j'ai fouillé un peu là-dedans dans ce que j'avais écrit, puis je me suis... J'ai été très surprise parce que il y a des choses que je me rappelais pas tout simplement parce que j'allais vraiment pas bien, puis il y a des choses, j'ai comme swipé ça à gauche. Mais en relisant ce que j'ai écrit, je me suis dit, mais mon Dieu, mais le chemin parcouru, tu sais. Fait que je dirais que c'est thérapeutique dans le moment présent. C'est comme un genre d'espace pour s'exprimer sans retenue. Puis après, quand tu gardes ce journal-là puis que tu y retournes, ben, ça te permet de faire comme hey, j'en ai fait du chemin. Tu sais. Puis ça fait du bien aussi. Fait que je te dirais ça. Puis un autre outil, parce que ben, je pensais un outil, mais moi, je suis généreuse, j'en donne deux. Bien sûr. Pour sortir de l'isolement puis aller chercher de l'aide, je pense que c'est vraiment important. J'en ai parlé tantôt, le travail que font les gens dans le communautaire ou ailleurs. Là, c'est vraiment hyper, hyper important d'être reçu, de pouvoir dire les choses. Ces gens-là sont formés pour gérer des crises, pour gérer des enjeux en santé mentale. Donc, on mettra le lien, là, je pense, plus tard par rapport aux organismes communautaires comme nous au Bas-Saint-Laurent, mais je pense que c'est disponible partout. Là, c'est un site du CIS. Donc, un paquet de situations, comme par exemple pour les centres de femmes, les jeunes, les hommes en difficulté. Donc, tu cliques là-dessus, puis ça donne le nom des organismes dans les différentes MRC. Donc, quand ça va pas, c'est juste ne pas oublier que tu n'es pas seul. Tu sais, qu'il y a des gens qui existent, il y a des organismes, tous ces services-là, la plupart sont gratuits. C'est juste de faire le geste, tu sais, le courage d'oser appeler ou se rendre là-bas, puis juste dire ça va pas, puis c'est correct juste de le nommer. Puis après ça, tu sais, les intervenants vont faire leur accompagnement puis, ou te référer à d'autres ressources, mais c'est vraiment important pour moi de briser l'isolement puis de retrouver des gens avec qui tu peux être toi-même, tu sais, même quand ça va pas bien, puis même quand tu vis plein de choses.
des défis. Mm. Ce serait ça mes outils. Ben, c'est tellement important, c'est de revenir à l'avant. L'humain est un être social, on est en société, en groupe, en communauté. Puis c'est vraiment intéressant. Je suis à Montréal en ce moment, puis j'ai pris un livre, un livre Amigo Express. J'ai embarqué des personnes, dont une personne qui venait de la République démocratique du Congo. Puis cette personne-là me dit, tu sais, on parlait un peu du stress en Amérique du Nord versus en Afrique, tu sais, comparer des continents. Puis j'ai demandé, tu sais, est-ce que tu trouves que c'est vrai, qu'il n'y a pas de stress en Afrique, là, tu sais, des choses qu'on voit en ligne, en tout cas. Puis comme, ben ouais, tu sais, moi, quand j'ai quelque chose, j'appelle mes frères et sœurs. Puis c'était comme, pourquoi je m'inquièterais, presque pourquoi je m'inquiéterais si je sais que j'ai un filet social puis qu'on va s'entraider. Il n'y a pas de question là-dessus. Fait que je pense que il y a, ça m'a marqué parce que on le dit souvent, théoriquement, tout ça, mais lui, c'est la première chose qui lui est venue en tête. C'est comme, ben, si j'ai du stress, j'appelle quelqu'un, il va en parler tout de suite, puis il n'y a pas de gêne nécessairement d'en parler, donc ça s'accumule pas, donc les autres viennent aider, que ce soit par leur écoute, que ce soit par des actions. Des fois, on a juste besoin d'une écoute, on n'a pas besoin d'avoir des solutions. Fait que, puis ça, cet isolement-là qu'on vit, qu'on ait un problème de santé mentale ou pas, qu'on soit stigmatisé ou pas, il y a quand même un isolement qu'on pourrait voir culturel, là, juste être plus dans une société plus individualiste. Le fait que tu nommes ça, c'est comme, on en a un, puis le social, c'est juste, il est comme plus formel, plus officiel, mais il suffit de faire le pas puis d'avoir le courage d'y aller, parce que c'est pas dans nos réflexes, là, d'aller chercher de l'aide. C'est pas si facile que ça en a l'air. Puis j'aimerais ça rebondir là-dessus, parce que là, je parle beaucoup d'organismes ou de professionnels, là, puis mais en même temps, je pense que les proches, que ce soit famille, amis, conjoints, etc., ont un rôle comme tellement important dans le rétablissement aussi. Je pense que pour moi, l'amour, l'amitié, c'est primordial. Je vais faire un petit parallèle, mais c'est comme les meilleures molécules là, qui disponibles sans effet secondaire. C'est le fait d'être accueilli inconditionnellement de là où tu en es, puis d'avoir un réseau, même si c'est un petit noyau de personnes, en complément avec des professionnels, des organismes communautaires, ça vient vraiment mettre les bases pour un bon rétablissement. Je pense que c'est très aidant. Chercher de l'aide, c'est ça. Ou on se sent interpellé à aller chercher de l'aide aussi. Ce qui va nous attirer va probablement être la chose qu'on a besoin. Des fois, on se sent obligé de demander de l'aide à notre famille, mais si cette personne-là est pas prête à recevoir, il faut quand même savoir chercher de l'aide aux bons endroits. Je sais pas, tu as l'air de me comprendre. J'ai besoin d'un bémol ici. Ouais. C'est-à-dire que dans mon expérience, les membres de la famille, par exemple, qui évidemment m'aimaient et voulaient mon bien, mais des fois, il y a un décalage entre le ressenti et ce qui est dit. Donc, oui. Donner des conseils, être en désaccord avec des choix de médicaments, ne pas être d'accord avec le fait que tu prends ou non de la médication. Quand tu es fragile, là, en tout cas, pour moi, c'était vraiment pas le moment de me challenger là-dessus. J'avais toute mon énergie à me mobiliser moi-même pour essayer d'attacher mes lacets. Donc, arrive-moi pas avec des confrontations ou des opinions fortes sur certains sujets qui me concernent, alors que j'essaye de, tranquillement pas vite, de me sortir la tête de l'eau. Donc, chacun a droit à son opinion. Ça, je respecte ça. Mais des fois, moi, j'ai appris avec le temps à dire des choses avec certaines personnes ou à aller voir des professionnels parce que j'avais une écoute et non un commentaire ou une recommandation. Et ça, c'est vraiment important aussi parce que après ça, je pouvais être en relation avec des membres de ma famille sans aller dans ces zones-là. Donc, je me respectais, mais j'allais, par exemple, consulter la pharmacienne si j'avais une opinion, pas d'opinion, besoin d'une opinion pharmacologique, mais je mélangeais pas les cartes. Donc, ça, j'ai appris ça assez vite, de respecter le carré de sable des personnes, parce qu'eux aussi, ça leur fait vivre des choses, puis ça, c'est normal, ça les confronte, ils veulent le faire avec une bonne intention. Sauf que moi, à ce moment-là, je suis pas dans une posture en pleine dépression de
d'accueillir ces divergences-là. J'étais plutôt... j'avais comme juste besoin qu'on me fasse un câlin puis qu'on me soutienne, tu sais. Puis des fois, c'était pas ça qui arrivait, mais c'était pas par mauvaise intention. Mais je pense que c'est important de faire le discernement, de pas avoir d'attente. Tu sais, si ça vient, puis si c'est fluide avec les proches, parfait, les amis, mais si tu vois que ça accroche, peut-être juste de réajuster le tir puis de dire: «Ah, je pourrais peut-être parler de ça avec la travailleuse sociale, par exemple, ou avec mon médecin parce que ou un psychologue». Mais peut-être que c'est pas le Ouais. rôle de ma belle-mère ou peu importe, je dis n'importe quoi, là. Ouais, mais c'est un beau point que tu amènes. C'est de j'ai plusieurs besoins en ce moment, puis moi, il faut que je me concentre sur mon rétablissement. Donc, qui va pouvoir m'aider avec chacun, puis de pas demander aux gens et à la mauvaise personne, de pas demander à quelqu'un quelque chose qui est pas capable de t'offrir. Puis ça, faut faire un peu d'essai-erreur. On peut essayer de se confier d'une certaine façon à quelqu'un, puis on voit comment c'est reçu, on en prend note. Puis avec ça, on sait comment qu'on va agir à l'avenir. Puis tu sais, s'il y a des conversations à avoir, peut-être une fois qu'on est plus rétabli, plus solide, on peut aller parler de cette interaction-là qui nous a pas été bénéfique finalement. Mais tu sais, pour le moment, c'est juste quand on est dans le pire morceau de notre périple, ça va être de juste trouver où on met qui va remplir quelle case de nos besoins. Tu sais, c'est un peu parce que je vais faire un parallèle ici, hein, avec la santé physique. Si j'ai un proche qui sort d'une opération à cœur ouvert, qui est en rétablissement, puis qu'il y a des contraintes d'exercice, par exemple, ou faut que, bon, il y a toutes sortes de choses alimentaires, ben, je vais tenir compte de ça dans ma façon d'interagir. Donc, c'est la même chose. Tu sais, la santé mentale, c'est invisible, mais il y a aussi des paramètres, des besoins. Parfois, on est peut-être maladroit à les nommer aussi, là, il y a ça. Mais il y a comme des balises à tenir compte aussi, puis peut-être juste de poser la question. C'est moi, je suis pas à l'aise de dire ça, ou je pense pas que tu fais la bonne affaire, mais tout se dit. Mais quand tu es vulnérable, tu sais, je reprends l'exemple de la personne qui est opérée, les points sont pas cicatrisés, elle a de la misère à se lever dans son lit, ben même chose, si tu vis une dépression puis que tu n'es pas au meilleur de ta forme, ben mentalement, tu peux pas processer l'information puis les opinions, les recommandations de tout le monde de la même façon. Il y a une fragilité qui est là. Fait que je fais le parallèle avec une chirurgie parce qu'on a tendance à apporter des fleurs, à prendre soin, à être confortable, à vouloir être douillet, être doux avec l'autre, mais la santé mentale, c'est la même chose. Donc, j'ai besoin à ce moment-là d'être reçu, tout simplement. Écoutez, l'écoute, là, ça coûte rien. Ça coûte rien. Puis des fois, là, ça peut être juste de ne pas, tu sais, faire comme pas un exercice à faire, mais à suggérer, mais de juste écouter vraiment là, l'autre, puis ne pas émettre de commentaires. Juste un test comme ça. Ça peut être un bon test à essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Vraiment. C'est très puissant, ça. Ouais. Donc, pour clore la belle conversation, on a parlé beaucoup, tu sais, OK, il y a des choses que tu referais, il y a des choses que tu referais pas. Comme aller chercher de l'aide, c'est bon, le journal, c'est bon, mais se taper sa tête, on laisse faire ça. Si tu avais à parler avec quelqu'un qui traverse une crise semblable à celle que tu as vécue, quelqu'un qui serait dans le pire moment, là, Marie, il y a 13 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Mmh. Ben, je lui dirais de prendre de prendre cette période-là, peu importe la durée, la prendre, la saisir comme une opportunité. Même si au début, c'est vraiment pas comme ça, probablement qu'elle le prendrait, là, mais de vraiment le voir comme bon, là, je vais traverser quelque chose, puis je vais essayer d'être douce avec moi-même. Je vais essayer comme je disais tantôt, d'avancer tranquillement. L'important, tu sais, d'avancer. Puis peut-être qu'il y a des journées où j'avancerai pas, mais de regarder le progrès et non pas la perte ou le deuil de ce que j'étais avant, mais de regarder aujourd'hui, je suis en trottinette, je suis pas en Porsche, mais j'avance en trottinette, puis qu'est-ce que je peux
voir comme potentiel là-dedans, même si c'est pas ce que j'avais prévu, puis c'est pas du tout, c'est une surprise de la vie, faut que je navigue avec tout ça. J'irais avec quelque chose dans ce sens-là, d'avoir beaucoup de patience envers soi. Tu sais, tantôt, je disais donner du temps au temps. Tu sais, c'est le temps aujourd'hui, je veux dire, on vit pas dans une société qui tu sais, ça va vite. Tu sais, on achète en ligne, on peut acheter à n'importe quelle heure de la nuit. Tu sais, ça va très, très vite. Fait que, tu sais, d'être pris comme dans un espace clos de temps, mais d'extraire là, dans ce temps-là, cette période d'arrêt-là ou de réflexion-là, mais de dire je vais en faire le mieux que je peux. Tu sais, je vais aller gratter, tu sais, je vais aller en profondeur, voir qu'est-ce que je peux tirer comme la sève. Tu sais, comme on fait du sirop d'érable, là? Bon, ben c'est ça, faire du sirop d'érable avec ton arrêt, puis de le faire bouillir, ton eau d'érable, puis tu vas arriver à un concentré de quelque chose. Tu sais. Je dirais que c'est ces deux choses-là. Juste, ben, c'est simple à dire, là, mais à mettre en application, ça peut être des fois tout un défi. Mais beaucoup en lien avec le temps, avec la douceur envers soi-même. Je pense que ça serait ça mes petites suggestions. Ouais, les petites graines à planter, puis ça va germer. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute puis qui traverse quelque chose de vraiment difficile, douceur avec soi-même, prendre le temps. La patience, c'est pas quelque chose qu'on aime. On n'est pas patient puis on n'a pas envie d'être patient, là. Mais c'est une très, très belle leçon de, de vie, tu sais. Puis d'avoir confiance, pour ajouter sur la patience, d'avoir confiance que ça va passer, c'est une saison. Comme ta conseillère te disait, hein, tu vas avoir une belle quarantaine. Ça frappe un peu parce que tu es dans ta trentaine puis t'étais pas si proche que ça d'avoir 40 ans, je pense. Fait que c'est comme, 30, attends, 36, j'étais pas loin. OK, mais quand même, ça veut dire, elle insinuait que ça allait être beau, mais donne-toi le temps, tu sais. Ouais. Puis je pense que ça, c'est important, c'est de relâcher la pression, d'aller mieux pour dans 2 semaines là, ou dans un mois, puis de se laisser porter, puis savoir que c'est une saison de la vie, c'est comme l'hiver, le printemps va venir. Puis si on peut avoir confiance en ça, que c'est inévitable que le printemps revienne, ben là, on peut être un peu plus patient. Puis plus tiré de sirop d'érable de l'expérience qu'on est en train de vivre parce qu'on est en acceptation à ce moment-là. Puis c'est parlant de saison, tu sais, les hivers, il y a des années où on a des hivers qui sont plus rudes que d'autres. Mais même quand les hivers sont hyper rudes, puis il fait moins 40, puis dans le bas du fleuve, ça avance sur un moyen temps. Puis même quand t'es le toupette puis le frima pré-rasé, ben veut pas, à un moment donné, le printemps il finit par arriver pareil. Fait que tu sais, c'est ça, les saisons, tu sais, de se ramener à un cycle, c'est une période transitoire, puis des fois, elle peut être de différentes durées, mais de garder l'espoir que c'est possible. Puis qu'à un moment donné, tranquillement, tu sais, la tulipe va finir par émerger. Ben, sur ces belles paroles, ces derniers mots, où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant que tu prends plus parole sur le sujet, que tu prends, t'as aussi le courage, il faut le dire, là, de se dévoiler, puis de parler de ça, reprendre parole, puis de redonner aux autres. Par quelle façon tu le fais, sur quelle plateforme, on va mettre les liens, bien sûr, mais je te laisse nous dire. Ben, c'est tout nouveau en mai. Donc, écoute, ça fait quelques jours. Là, j'ai créé une page Facebook qui s'appelle les Traversées de Marie. J'avais envie de partager du contenu inspirant, que ce soit des événements qui ont lieu en lien avec la santé mentale, que ce soit du contenu que je partage, mais aussi des tranches de vie dans mon parcours. Là. Donc, tout ça, ça se retrouve sur ma page Facebook, qui est toute nouvelle. Et puis, bientôt sur scène, à la QRP, au Grand Colloque. Toi, tu commences en grand, hein, tout pantoute, podcast, scène. Je ne fais pas les choses à moitié. Elle est revenue en poche, tout le monde. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est parce que là, j'ai un hybride maintenant. J'ai une trottinette, mais qui a une option semi-Porsche. Mais Porsche a sorti une trottinette. C'est OK, un hybride. c'est bon. C'est une hybride. Il est capable, ta Porsche est capable d'aller lentement, tu sais, avoir un petit décapotable. C'est ça, exact. J'ai même un petit aileron en arrière.
Ah, ben merci tellement, Marie-Claude, d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir de te parler. Puis à tous ceux qui nous écoutent, prenez soin de vous. C'est ça la leçon tout le temps. Puis j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, s'il vous plaît, laissez-nous un 5 étoiles sur les diverses applications de podcast, un thumbs up sur YouTube, un commentaire. C'est vraiment ça qui nous permet de propager le message, de sensibiliser les gens à la santé mentale, d'aider des personnes qui sont dans le besoin par le témoignage, par le partage d'expériences. Donc, c'est pour une super belle cause. Faites-le, s'il vous plaît. Obligé de le dire à chaque fois, mais c'est ça. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là, d'avoir pris le temps. Puis, dans vos commentaires ou dans vos messages envers moi, là, sur mes réseaux sociaux, sur la page Facebook de Marie, dites-nous comment vous avez trouvé ça. On adore savoir votre rétroaction ou votre ressenti par rapport à tout ce qu'on a partagé. Donc, on adorerait avoir de vos nouvelles. Alors, sur ce, prenez soin de vous. Merci à toi, Marie-Claude. Prenez soin de vous. À la prochaine. Merci d'avoir écouté Histoire de Père, une série toute spéciale en partenariat entre Père Aidance Québec et le Light Up Podcast. Si tu as apprécié le contenu, tu veux nous aider à propager ces beaux messages-là en lien avec la santé mentale, laisse une évaluation 5 étoiles avec quelques mots et partage avec tes proches. Ça fait vraiment toute la différence. Prends soin de toi, on se revoit au prochain épisode.